Bonjour mes écolos préférés. Si vous avez installé des panneaux solaires chez vous, ou comme de plus en plus de Français vous l'envisagez, je suis sûr que vous posez une question. Est-ce qu'en rajoutant des batteries, il est possible de se débrancher du réseau électrique et vivre uniquement avec l'électricité que l'on produit localement? Visez l'autonomie. Comment faire? Quelles en sont les contraintes? Y a-t-il un intérêt écologique? Pour cette vidéo, je vous propose de regarder la théorie et la pratique. Alors pour ça, je suis allé voir un écolieu qui vit déconnecté du réseau, mais pas du monde. D'après des amis qui ont visité plein d'écolieux et qui arrivent au constat qu'ils sont trop souvent dans une dynamique New Age, ils m'ont recommandé la ferme légère qui a une approche que j'ose qualifier de plutôt rationnelle. Et la rationalité, vous le savez, c'est mon truc. Allez, on regarde ça ensemble. J'avais fait une vidéo sur l'intérêt écologique de mettre des panneaux solaires sur son toit. Je vous invite à la regarder avant. Mais si je résume, l'intérêt écologique est limité si on ne modifie pas sa façon de consommer pour diminuer sa pointe, qui est la seule façon de baisser le nombre de centrales électriques pilotables dont on aurait besoin, c'est-à-dire de barrages, de centrales à gaz, du charbon, des centrales nucléaires. Et même Enercop le dit. Ça veut dire deux choses. 1. Lisser au maximum votre consommation, donc d'éviter de consommer entre 18h et 21h. Et 2. D'adapter votre consommation à la production, c'est-à-dire consommer quand vos panneaux produisent. Si vous ne faites pas cet effort, alors vous demandez au réseau d'être capable de vous fournir le maximum, c'est-à-dire votre pic de consommation sur l'année. Donc vous forcez EDF, RTE et compagnie à maintenir et développer des infrastructures pour permettre au réseau de débiter la puissance attendue pour votre secours. Une façon de ne plus se poser ces questions est d'être déconnecté du réseau, ce que dans le jargon on appelle être off-grid, hors réseau. Je vais utiliser ce terme par la suite. En étant off-grid, vous n'avez plus d'abonnement et vous ne comptez plus sur le réseau électrique. La ferme légère se situe dans la région de Pau. Ce site voit en moyenne 10-15 personnes y vivre à l'année. Marc, ingénieur de formation, a développé tout le système énergétique. Pour la partie électrique, le système est composé de 25 panneaux solaires fabriqués en France, soit 3 kW crête. Ils ont rajouté des batteries pour stocker une partie du surplus de production solaire, soit 24 blocs de batteries au plomb fabriqués en France également, soit un total de 32 kWh de batterie. Pour l'eau chaude, c'est un système solaire thermique avec des panneaux solaires thermiques, plus un ballon d'eau chaude et un très léger complément avec les fumées du poêle. Pour la cuisine, c'est riche car il faut plusieurs solutions selon la météo. Des systèmes qui fonctionnent au soleil, une parabole solaire, un four solaire, des systèmes qui fonctionnent avec du bois, un four à pain à bois, des cuiseurs économes à bois et un rocket stove modifié. Plus un équipement indispensable quand tu veux faire des économies d'énergie, la marmite norvégienne qui joue un rôle très important. Le principe, c'est une boîte isolée dans laquelle tu amènes tes plats chauds ou des chats pour finir la cuisson. Et enfin, plaque élec quand la production photovoltaïque est perdue. Voici la consommation moyenne d'un foyer français d'après RTE. Une moyenne ne veut pas dire grand chose, mais on voit déjà l'importance du chauffage s'il est électrique. On peut déjà dire qu'il est impossible de viser être off-grid si vous n'avez pas une maison bien isolée ou si vous devez utiliser l'électricité pour vous chauffer. À la ferme légère, ils utilisaient un poêle à masse mais avaient parfois froid. Profitant des murs épais de la maison, ils ont complètement changé de stratégie et ont fait un truc génial qui est en plus super beau. Ils ont rajouté une baie vitrée de 100 m² sur la façade sud qui, grâce au soleil, chauffe les murs de la maison, murs qui sont épais de 50 cm, qui offrent ainsi une grande inertie pour passer les semaines avec moins de soleil. Cette extension est recouverte d'un toit végétalisé. Ils sont à 20 degrés l'hiver et finissent l'hiver à 17-18 s'il ne fait vraiment pas beau pendant 3 semaines. Donc 28% d'élec en moins par rapport à un foyer français moyen. Pour l'eau chaude du solaire donc, mais avec une petite astuce, en mettant le ballon d'eau chaude à l'étage et les panneaux solaires thermiques en dessous du ballon, une circulation naturelle se produit, évitant d'avoir recours à l'électricité pour qu'il fonctionne. On appelle ça un système thermosiphon. Le liquide en chauffant se dilate et devenant plus léger, il monte. Ont-ils de l'eau chaude tous les jours? Oui, même si parfois elle est tiède. Mais ils ont prévu ce qu'il fallait pour ne pas avoir des problèmes de bactéries. Et je dirais qu'il est beaucoup plus simple de vivre sans eau chaude quelques jours par an que sans élec. C'est ce que je fais chez moi assez souvent et je le vis très bien. Bref, 13% de moins encore. Pour la cuisson, ils sont environ à 75% au bois, 20% au solaire et 5% à l'électricité qui est utilisée en petite quantité. Encore quasi 8% en moins. Donc si vous voulez vous aussi viser l'autonomie, il faudra adapter votre maison et changer votre façon d'aborder l'eau chaude et surtout la cuisine. Ou alors surdimensionner votre système avec beaucoup de batteries.
Tiens, les batteries. Le choix de batteries au plomb est un choix contraignant. Ces batteries permettent 9000 cycles d'après le fabricant. Ça me paraît honnêtement généreux, mais admettons, 9000 cycles à 20% de décharge. C'est-à-dire que les batteries peuvent être déchargées entre 100 et 80%. Les 32 kWh de batterie se transforment alors en 6,4 kWh réellement disponibles. Les batteries au plomb, ça n'aime pas être beaucoup déchargées, d'où la contrainte de rester au-dessus de 80% afin de limiter la dégradation inévitable dans le temps de la batterie. Néanmoins, si on respecte ça, on peut viser environ 25 ans d'utilisation d'après le constructeur de ces batteries. À la ferme légère, ils ne descendent jamais en dessous de 80%. 1 à 3 semaines par an, ils sont proches de 80% et en dessous de 90% 100 fois par an. Alors, est-ce que le choix du plomb est une bonne idée ? Bien que la batterie au plomb demande moins d'énergie à être fabriquée et à être recyclée, sa durée de vie inférieure aux batteries au lithium plombe son bilan environnemental. Une LFP batterie lithium fer phosphate, c'est sans problème 7000 cycles à 80% de profondeur de décharge. On passe la contrainte de rester au-dessus de 80% à rester au-dessus de 20%. Énorme gain dans les usages. Donc je suggère plutôt d'utiliser des batteries LFP. Alors oui, aujourd'hui, le recyclage des batteries au plomb est bien installé, mais les batteries au lithium seront aussi bientôt très bien recyclées. Les directives à ce sujet sont en train d'être négociées, car avec tous les véhicules électriques, il va bien falloir recycler les batteries LFP et NMC. Pour savoir quand il faut consommer, on ne peut pas tout le temps avoir les yeux sur le soleil ou sur la capacité des batteries. La ferme légère a donc rajouté un système tout simple mais bien foutu. Ils ont installé un petit panneau photovoltaïque dont la seule fonction est de détecter s'il y a un ensoleillement et de le signaler. En faisant des portes logiques avec le niveau des batteries, ils éclairent 2 LED. Une LED verte est allumée sur le voltage batterie. Si les batteries sont bientôt pleines, la LED s'allume. La LED verte allumée donne le signal que l'on peut consommer de l'électricité. Une LED orange est allumée si les batteries sont presque pleines, avec un seuil plus haut que pour la LED verte et qu'il y a du soleil au sud ou à l'est. Pas à l'ouest car ça veut dire qu'on serait le soir. La LED orange donne le signal de consommer autant que vous voulez car on est dans un moment où le système pourrait produire plus et que donc du courant est perdu. C'est-à-dire de lancer la cuisine sur plaque électrique, les machines à laver, des travaux à l'atelier qui nécessitent de l'électricité ou de recharger le château d'eau, etc. Cet accès à l'information doit être facile. C'est pourquoi les 2 LED plus l'afficheur du niveau des batteries a été mis à un endroit de passage afin que tout le monde le voit. Il y a aussi des prises pilotées en fonction si c'est vert ou orange pour ne pas se poser de questions. Donc très utile pour recharger les batteries des vélos par exemple. Par contre, pour les autres prises, pour traduire ces 2 LED en action autorisée, ils ont fait un tableau qui indique selon l'état de recharge des batteries, s'ils peuvent recharger les batteries des vélos électriques, lancer une machine à laver, des plaques de cuisson, utiliser des ordinateurs ou allumer la lumière. Prenons un exemple. Si la batterie est chargée à 91% et qu'on est le matin d'une journée qui sera ensoleillée, ils peuvent utiliser la machine à laver qui doit être alimentée par de l'eau chaude. Ils peuvent utiliser de façon courte la bouilloire ou se faire un café ou réchauffer un plat. Vous voyez que ordinateur, box, internet et lumière sont en usage permanent, sauf la semaine où ils sont à 80%. Oui, c'est dingue, hein, ce sont des gens normaux qui utilisent une box, des ordinateurs. Si vous regardez bien le tableau, ce sont que des choses qui acceptent d'être arrêtées. Le frigo ne rentre pas dans cette catégorie. Par contre, vous voyez pour la cuisine, c'est bien le solaire et bois qui sont privilégiés. L'électricité, c'est utilisé que pour préchauffer l'eau quand la LED verte est activée. Personnellement, j'adore ce process qu'ils ont mis en place car c'est exactement ce que je défends. Consommer quand il y a de l'énergie décarbonée disponible. Connaître la météo est aussi essentiel. Il faut surveiller la météo 2 jours à l'avance pour planifier la consommation d'électricité et donc les tâches. Si tu as prévu de faire tâche A puis B et C, eh bien selon la météo, tu vas peut-être faire B avant A, comme par exemple travailler à l'atelier demain. Car après-demain, il n'y a pas de soleil et que du coup tes machines ne tourneront pas. Bref, mieux consommer est plus facile avec de l'information. L'intérêt du collectif est évident quand on cherche à réduire ses consommations et être off-grid. Il y a forcément une optimisation énergétique quand tu vis à plusieurs et cela à tous les niveaux. D'abord, collectif veut dire aussi joie de l'inertie. Il est par exemple plus facile d'avoir plus chaud à plusieurs. Pour la marmite norvégienne, plus les plats sont gros, plus tu as d'inertie. Prenons un exemple amusant mais révélateur. Profitant du cuiseur en fonctionnement, ils peuvent décider de faire chauffer le soir l'eau du café. Bon, eux ne boivent pas de café car ça vient de trop loin. Chauffer l'eau pour le lendemain matin et pour qu'elle soit chaude au réveil, elle est mise dans des thermos, mis eux aussi à leur tour dans une marmite norvégienne. Le fait de chauffer plus d'eau crée de l'inertie qui rend cette option envisageable. Si vous faites la même chose juste pour votre tasse de café, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi une chose moins évidente à percevoir.
Comme je vous l'explique souvent, être plus écolo, ce n'est pas moins consommer, mais c'est consommer quand il y a de l'énergie décarbonée disponible. En étant off-grid, cette maxime devient loi. Il faut pouvoir cuisiner quand il y a du soleil ou au bois, et c'est forcément plus long. Une amie me racontait qu'au Sénégal, dans la famille qui l'hébergeait, l'électricité était réservée à 2 choses, à recharger les téléphones portables et à allumer la lumière. La nourriture, elle, se faisant au réchaud à charbon, allumée 3 fois par jour. Préparer à manger dans ces conditions prenait 3 heures par repas, car sans frigo, il faut acheter quotidiennement de la nourriture, et avec un seul réchaud, chaque aliment est cuit indépendamment les uns après les autres. Exactement comme à la ferme légère quand j'y étais, car il n'y avait qu'une parabole solaire et ils enchaînaient les plats en les laissant finir de cuire dans la marmite norvégienne. Cuisiner au soleil et au bois n'est viable que si on cuisine pour beaucoup de personnes. Autre avantage du collectif, si c'est vendredi qu'il fera très beau et que l'on peut enchaîner les lessives ou les tâches énergivores, eh bien il faudra le faire vendredi, imposant un emploi du temps plus facile à gérer en collectif. Quand je demandais à Marc l'inconvénient du collectif sur le plan énergétique, il m'a sorti un cas vraiment amusant que l'on ne peut typiquement pas trouver si on reste dans la théorie. La gestion des portes l'hiver. Quand vous cherchez à conserver la chaleur, il faut absolument éviter les courants d'air. Quand on vit seul, c'est facile. Quand on est 15, c'est pas la même histoire. Si vous installez des panneaux solaires chez vous, vous allez revendre le surplus de consommation car finalement, contrairement à ce que l'on dit, le but n'est pas d'optimiser l'autoconsommation, mais la production de vos panneaux solaires. Pour cela, on optimise son orientation pour que sur l'année, ils produisent le maximum. Ça permet d'apporter plus d'électricité sur le réseau et d'augmenter le retour sur investissement de ces panneaux. Quand vous êtes off-grid, vous êtes dans une autre logique. Il faut plus incliner vos panneaux pour attraper le soleil d'hiver. Ici, je vous mets des inclinaisons conseillées que j'ai pu trouver. À la ferme légère, les panneaux sont orientés plus à la verticale, 60 degrés par rapport au sol, pour optimiser la production du solaire, en décembre-janvier, et non en été, car de toute façon en été, ils produisent au-dessus de leurs besoins. Dans la vidéo sur l'autoconsommation, j'avais montré qu'avec des panneaux solaires dans un projet à Grenoble, en décembre-janvier, ils n'arrivaient à fournir que 5% de leur consommation avec leurs panneaux solaires. C'est trop faible pour viser le off-grid. C'est pourquoi il faut chercher à augmenter ce creux minimum de décembre-janvier. Autre inconvénient du off-grid, c'est que vous mettez plus de temps à rembourser votre installation, donc il ne faut pas faire ça pour gagner de l'argent. Autre chose, quand vous êtes off-grid, vous êtes forcément dans une démarche de sobriété. À la ferme légère, ils m'expliquaient que quand ils étaient encore reliés au réseau, ça négociait pour savoir est-ce que je peux consommer ou pas. Une fois que vous êtes déconnecté, vous n'avez pas le choix, vous consommez ce que le soleil vous fournit. Oui, après on peut surdimensionner le système comme c'est souvent fait aux États-Unis, mais là c'est de la merde écologique. Et puis dernier point que j'avais abordé dans la vidéo sur l'autoconsommation, quand vous êtes off-grid, vous n'avez plus d'abonnement pour le réseau et donc vous ne participez plus à son entretien. Je sais que c'est la réponse que vous attendez. Alors, est-ce que c'est plus écolo de mettre des panneaux solaires avec un peu de bois et se débrancher du réseau au lieu d'être connecté à un réseau bas carbone comme celui de la France? Je vais essayer d'être très précis dans ma réponse. L'inconvénient principal du off-grid, c'est qu'il jette les 2 tiers de ce qu'il produit, ce qui pourrait servir à décarboner d'autres personnes en Europe ou en France. Quand Marc me disait les 2 tiers, c'est une estimation, donc chiffre à prendre avec des pincettes. Après, le nucléaire dégage moins de CO2 par kWh que le solaire. En France, 3,7 grammes précisément d'après EDF et 6 d'après l'ADEME. Mais le nucléaire n'est pas seul à produire sur le réseau national, ce qui amène le kWh consommé en France à 60 grammes de CO2 par kWh en moyenne. Pour le solaire en toiture, on est plus à 20 grammes si panneaux français et 40 grammes si panneaux chinois. Mais vu que les 2 tiers de la production des panneaux solaires ne sont pas valorisés, il faut revoir à la hausse le contenu CO2 de l'électricité de ces panneaux. 60 grammes par kWh si PV français et 120 grammes par kWh si PV chinois. Maintenant, il y a aussi les batteries. J'ai demandé à mon chercheur expert des batteries Fabien Perdu de me faire les calculs. En faisant des hypothèses favorables, il arrive à 92,5 grammes de CO2 par kWh pour le PV français, 160 pour le chinois. Et ça, sans compter l'onduleur ni les pertes associées. Donc mathématiquement, tu mets plus avec les panneaux solaires que le réseau. Si tu es en Belgique ou en Suisse, c'est légèrement mieux pour le off-grid. Bon, il faut être très prudent avec ces calculs. Si la ferme légère arrive à plus utiliser ce qu'ils produisent, il diminue forcément l'impact carbone. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le réseau est moins carboné ou aussi carboné, et donc il n'y a pas un gain à être off-grid par kWh consommé. Mais, quand tu es off-grid, tu consommes beaucoup moins. Comme je l'ai dit, quand ils étaient connectés au réseau, ils consommaient plus car s'autorisaient plus de largesse. D'ailleurs, le résultat est sans appel. Ils sont à 0,3 kWh par personne par jour, soit plus de 10 fois moins que la moyenne des Français. 0,3 kWh. Bravo, chapeau bas. À modérer avec le fait qu'ils consomment du bois pour cuisiner.
D'ailleurs, ils réfléchissent à passer à un repas chaud par jour pour diminuer leur consommation de bois. Mais leur bilan reste très inférieur à un Français. Chapeau à eux, et donc on peut dire qu'être off-grid t'amène à plus de sobriété. Autre avantage qui est pour moi important, comme je l'ai expliqué en intro, ils ne participent pas à la pointe de consommation qui est souvent dans la journée la période où le réseau est le plus carboné. Donc eux, concrètement, en étant hors réseau, ils permettent de diminuer les moyens de production électrique carbonée que l'on va mobiliser pour passer les pointes. Vu qu'ils sont anti-nucléaires, s'ils sont nombreux à faire comme eux, dans un contexte où la demande électrique va fortement augmenter, ils ne rajoutent pas de demande supplémentaire sur le réseau, qui pourrait être une centrale nucléaire. Mais au final, est-ce que c'est plus écolo ou pas? Le gain écologique est plus dans leur choix de la sobriété forcée que dans le fait d'être off-grid. Mais si t'es pas off-grid, est-ce que tu vas te forcer à être sobre? Vous avez 2 heures pour y réfléchir et me donner la réponse dans les commentaires. Est-ce que le choix du off-grid est généralisable? Comme on l'a vu, il impose des contraintes que beaucoup d'entre nous ne pourraient pas se permettre. Mais même en étant off-grid, nous vivons dans une société et nous dépendons de services carbonés que la société nous fournit, comme la sécurité, l'éducation, les soins de santé, la gestion de nos déchets, la production industrielle de biens, etc. Cette société, avec ce niveau de service, aura toujours besoin de sources de production d'électricité pilotables, c'est-à-dire non dépendantes du vent et du soleil. La fin des grandes centrales pilotables amènerait à une société certes beaucoup plus sobre, mais avec beaucoup moins de social, je pense aux retraites, à la santé, etc. Bon, et si tout le monde est off-grid, est-ce qu'il est possible de produire ou reproduire les éléments techniques qui permettaient d'être off-grid? Probablement non. Donc il me semble que l'on peut dire que c'est parce qu'il y a des moyens de production pilotables que l'on peut se permettre d'être off-grid. Après, la ferme légère cherche aussi la sobriété dans sa consommation de biens pour diminuer la consommation énergétique de la société. Tout à l'heure, je parlais de l'intérêt du collectif. C'est l'occasion d'expliquer quelque chose d'important. L'intérêt du collectif, je parle au niveau d'une société, c'est précisément ça qui fait l'intérêt d'avoir un réseau. Plus on est nombreux à se connecter, plus on foisonne les consommations, donc la courbe se lisse. Voyez la différence de profil d'une courbe d'une seule maison versus la courbe du réseau français, bien plus lisse. La puissance de production à garantir pour alimenter un groupe de personnes est plus faible que la somme de celle pour les individus. Dit autrement, car c'est important à comprendre, si tu dois avoir des systèmes de production d'électricité pour 10 000 personnes, il vaut mieux un réseau qu'un système de production pour chaque foyer. Et au final, ce sera moins de kilowattheures de production à installer. Et plus le groupe est grand, plus c'est faible. Du coup, aller vers l'autonomie, c'est reperdre tous ces gains et tu te mets des contraintes d'usage pour y pallier. Alors si on est nombreux à aller vers l'autonomie, il n'y a plus de gains du collectif. La motivation de cette recherche d'autonomie pour la ferme légère était une envie d'être autonome, plus sobre, de ne pas être dépendant de centrales nucléaires ou de devenir des déconsommateurs intelligents. Ils ne sont pas dans la théorie mais dans l'application de leur vision. Ils la testent et l'améliorent quotidiennement. Vous devez vous dire, mon Dieu, c'est quand même terriblement contraignant. Alors là, je ne sais pas comment vous le faire ressentir, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Je le vois chez moi, quand je cuisine au soleil, je vous jure, ça me rend heureux. Et dans leur cas, optimiser leur consommation, c'est aussi du plaisir. Au sujet de leur envie de ne plus soutenir le nucléaire, en se mettant off-grid, ils sont plutôt cohérents. Et moi, même si je ne suis pas d'accord avec leur positionnement, j'ai un profond respect avec les personnes qui cherchent à être cohérentes avec leur vision. Par contre, se mettre hors système tout en comptant sur le système pour d'autres éléments peut être néfaste. Leur choix ne peut pas résoudre la sortie du nucléaire et des énergies fossiles. Mais quand tu n'es pas d'accord comme eux avec les choix de société de ton pays, soit tu t'engages politiquement comme j'ai essayé de le faire pour les changer, et c'est très compliqué, soit tu fais comme le suggère Pierre Bourdieu, des îlots de résistance. Et l'autonomie permet ce choix. Marc, en relisant ce que j'allais vous raconter, m'a dit « Je suis d'accord avec toutes tes remarques. Moi, franchement, je suis admiratif de l'autocritique de cette personne. » Et il a en fait rajouté « Notre démarche est avant tout politique. Si les gestionnaires de réseau poussaient à la sobriété, cela changerait tout et nous ne serions pas déconnectés. » La ferme légère nous montre une direction à prendre car, hélas, aujourd'hui, les usages électriques n'ont actuellement pas de priorité et pour seule limite celle du compteur. Il serait dommage d'en venir au off-grid pour se poser la question. D'ailleurs, le gouvernement veut expérimenter la limitation de puissance électrique des clients résidentiels, car ils savent que dans les prochaines années, ça risque d'être très tendu pour le réseau électrique. C'est pourquoi je me permets de vous suggérer une chose. N'attendez pas qu'il y ait des panneaux solaires chez vous pour être sobre et décaler vos consommations selon la météo. C'est utile quel que soit votre mix énergétique. La meilleure chose à faire est de modifier le choix de votre abonnement électrique. Un excellent exercice bien plus utile que de tenter de réduire votre consommation. Réduire la puissance de l'abonnement qui, de fait, vous impose de réduire votre consommation par moment
Prendre l'option tempo pour se forcer à consommer moins les jours où c'est tendu, avec la limite que pour l'instant tempo empêche d'avoir des heures creuses l'après-midi, ce qui correspond de plus en plus au meilleur moment pour consommer. On a vu qu'il y avait un gain écologique à être off-grid, mais qu'il est contraignant et donc peu atteignable pour beaucoup de personnes. Mais être autonome apporte une autre dimension que je considère aussi vitale que la dimension écologique, la notion de résilience. Avec le système qu'ils ont mis en place, aussi bien technologiques que humains, ils seront plus résilients face à des chocs et des effritements qui pourraient arriver dans une société et une nature qui se dégradent. Mais on peut faire la même chose sans être off-grid. Bon, je vais vous donner le fond de ma pensée car je pense que c'est ce que vous attendez de moi. Ce qu'il faudrait, c'est envoyer tout le monde dans des fermes comme la ferme légère pendant 2 semaines pour leur faire bien comprendre aux Français ce qu'ils demandent vraiment au réseau électrique, mais ne surtout pas essayer de généraliser le off-grid. Je reviens à la ferme légère. Dans leur expérience, il reste néanmoins un petit point noir, le transport. Leur système permet de recharger sans problème leur vélo électrique, mais ne serait pas capable de recharger leur voiture pour 12, qu'ils utilisent pourtant très peu. Mais est-ce que justement le véhicule, s'il est électrique, ne pourrait pas totalement changer la donne ? Promis, on voit ça dans une prochaine vidéo et ça va être passionnant. Un immense merci à la ferme légère et la meilleure façon de les remercier, c'est de vous y inviter à y aller quelques jours. D'ailleurs, ils ont une formation sur leur système d'autonomie énergétique si vous voulez reproduire ça chez vous. Je vous garantis que vous y passerez un chouette moment. Merci pour votre soutien sur mon Tipeee, en partageant cette vidéo ou en la likant et vous abonner. Et vous qui aimez les vidéos instructives, je vous conseille de suivre l'initiative qui s'appelle Tournesol qui, grâce à sa communauté, permet de sélectionner les vidéos les plus instructives du moment. Allez, adieu!